Bonjour chères étudiantes, bonjour chers étudiants. Aujourd'hui, nous allons présenter les travaux dirigés du cours de chimie descriptive et chimie de coordination. Alors le premier exercice, on a 4 complexes, 2 complexes de Ni et un complexe du manganèse. La première question, quel est le degré d'oxydation du métal dans chaque complexe? Et la deuxième question, pour les 4 complexes, représentez le diagramme de répartition des électrons D selon le modèle du champ cristallin. Cl- et H2O sont des ligands à champ faible et Cn est un ligand à champ fort. Alors, dans la question A, j'ai essayé de regrouper les degrés d'oxydation dans un tableau où on a Ni dans le premier complexe plus 2 comme degré d'oxydation, dans le deuxième complexe Ni plus 2, degré d'oxydation plus 2. Pour le troisième, le degré d'oxydation de Mn est plus 2. Et pour le quatrième, le degré d'oxydation de Mn est plus 3. Alors pour la question B, nous devons donner la représentation du diagramme de répartition des électrons D de l'ion complexe Ni H2O 6 fois 2+, selon le modèle du champ cristallin, avec Cl- et H2O des ligands à champ faible et Cn- un ligand à champ fort. Alors pour le complexe du nickel avec H2O comme ligand, qui est un ligand à champ faible, le Ni est au degré d'oxydation 2+. Donc j'ai à placer 8 électrons dans les orbitales T que je vais représenter par la suite, c'est-à-dire la séparation des orbitales T sous l'influence d'un champ octaédrique. Alors ici, vous avez le groupe des orbitales D epsilon, ici le regroupement des orbitales D gamma. Pour D epsilon, on a DXY, DXZ, DYZ. Ici, on a DX carré, Y carré, DZ carré. Alors vous remarquez que les orbitales dx carré, y carré, dz carré possèdent une énergie ils sont déstabilisés par rapport aux orbitales d dans un champ sphérique parce que ces orbitales ont leur lobe dirigé vers les axes du ligand. Alors je dois placer les 8 électrons. Donc comme le ligand, tout en respectant que H2O est un ligand à champ faible, donc je marquerai un électron, 2, 3. Le quatrième, normalement si on suit les règles de Hund et de Pauling, doit revenir et se placer sur les orbitales DXY, DXZ. Or, comme l'énergie est très faible à cause de la faiblesse du champ du ligand, le quatrième électron vient sur D gamma, le cinquième, et après, une fois que toutes les orbitales sont remplies avec des électrons à spin parallèle, je reviens pour D gamma pour compléter le remplissage. Donc 5, 6, 7, 8. Et à ce moment-là, on a 2 électrons célibataires. Donc, si je prends l'autre complexe où on a Cn- est un ligand à champ fort, avec le même nombre d'électrons, et en faisant la répartition des électrons sur le diagramme des séparations des orbitales D dans un champ octaédrique, donc je place je me mets sur 1, 2, 3. Le quatrième électron, comme l'énergie est assez forte, il va se replacer ici dans les orbitales D epsilon. Alors il reste 2 électrons. On va les placer ici sur les orbitales D gamma. Alors on trouve qu'ici vous avez aussi 2 électrons célibataires. Alors entre le premier complexe et le deuxième complexe avec 2 ligands différents, on a les mêmes structures. On a 2 électrons célibataires. Donc je peux dire que les 2 complexes sont
indépendants du champ du ligand. Et comme je l'avais montré dans le cours, pour les D8 dans les octaèdres, ce sont des complexes qui sont indépendants du champ du ligand. Pour le troisième complexe, où on a le complexe du manganèse, où on a deux, vous voyez qu'ici, vous avez deux ligands, un ligand Cl- et un ligand H2O. Les deux ligands sont à champ faible, donc le champ du ligand du complexe est un ligand à champ faible. Et ici, le manganèse est au degré d'oxydation plus 2. Donc j'ai à placer 2 électrons, et j'ai à placer, 5 électrons. Donc je mettrai 1, 2, 3. Et puis comme delta est très faible, c'est-à-dire cette barrière énergétique est très faible, donc je peux placer le 4e électron ici et le 5e électron ici. Donc on a 5 électrons célibataires. Ici. Alors pour le 4e complexe, on a un ligand Cl- qui est un ligand à champ faible, un ligand H2O et 4 ligands Cn- qui sont des ligands à champ fort. Donc le nombre de ligands à champ fort est supérieur au nombre de ligands à champ faible. Donc le champ final de ce complexe est un champ fort. Donc si je dois répartir les 4 électrons sur les orbitales D sous l'influence d'un champ octaédrique, on aura un électron, 2 électrons, 3 électrons. Le 4e, comme le champ est très fort, c'est-à-dire cette barrière énergétique est très forte, il vient se replacer dans les D epsilon. Et on aura ici 2 électrons célibataires. L'exercice 2, c'est un complexe du fer. C'est un complexe de coordination 4. On a 4 ligands et qui possède un moment magnétique de 5,92 magnétons de bord. Et le fer, ici, est au degré d'oxydation plus 3. La question, c'est donner la structure de cet ion complexe en se basant sur A, la théorie de la liaison de valence, B, la théorie du champ cristallin. Alors vous voyez qu'ici la coordination est de 4, ça veut dire qu'on peut avoir ou bien une structure tétraédrique ou bien une structure plan carré. C'est-à-dire que les études magnétiques peuvent nous renseigner sur le type de structure qu'on va trouver. Alors ici, pour un moment magnétique du spin de 5,92 magnétons de bord, on peut trouver et calculer le nombre d'électrons célibataires à partir de la formule du mu S qui n'est autre que racine de n facteur de n plus 2. Alors, l'équation obtenue du second degré et sa résolution nous donne le nombre d'électrons de célibataires qui est égal à 5. La forte valeur de 5,92 magnétons de bord et les 5 électrons célibataires montrent que le complexe est fortement paramagnétique. Alors, maintenant qu'on connaît le nombre d'électrons, on peut déterminer la structure selon la théorie de la liaison de valence et tomber sur la structure exacte. Alors, l'état fondamental du fer, c'est 3d6,4s2. Donc, je dois placer les 8 électrons. On a ici 3d6, on a ici 4s2 et aussi on a 4p. Alors, quand on passe à l'ion isolé, c'est-à-dire au degré d'oxydation 3+, on doit arracher les 2 électrons de S des orbitales 4s et un électron des orbitales, un électron de l'orbitale 3d. Et on aura la structure suivante où on doit placer les 5 électrons
Ici 1, l'électron 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors quand l'ion est dans un champ de 4 ligands, les doublés, avec les doublés de Cl- qui sont représentés par X, on trouve la structure suivante avec les 5 électrons ici et puis les doublés ici du chlore, et on a l'intervention des orbitales 3p et une orbitale 4s pour donner une hybridation sp3. Donc c'est une propriété, c'est un complexe tétraédrique. Alors vous voyez que uniquement les études magnétiques qui nous ont permis de déterminer l'ombre d'électrons et de savoir que cette structure est une structure tétraédrique. Alors pour la question B, c'est-à-dire donner la structure en utilisant la théorie du champ cristallin, pour cela, pour la théorie du champ cristallin, vous avez un schéma ici devant vous, où on a la répartition des orbitales D dans un champ tétraédrique. Alors vous remarquez qu'ici, vous avez les D gamma ici et les D epsilon là. C'est-à-dire ici, vous avez les dx carré, y carré, dz carré. Vous avez ici dxy, dxz et dyz. Alors, donc, les orbitales d epsilon ont une énergie supérieure parce qu'ils sont dirigés vers l'axe des orbitales du ligand pour former les liaisons. Donc, on a à placer 5 électrons, sachant que Cl- est un ligand à champ faible, donc je vais noter un ligand, un électron. Le troisième électron, puisque le delta ici est un delta qui est faible, donc je mettrai 1, 2, et voilà le cinquième. Ça veut dire les 5 électrons qui sont représentés sur les différentes orbitales du complexe. Alors pour l'exercice 3. L'exercice 3, c'est la première question, donner la définition d'un complexe carbonyle. Pour la question 2, donner la structure du complexe carbonyle NiCO4. Ce complexe possède un moment magnétique nul. Troisième question, étudier la stabilité de ce complexe. Quatrième question, peut-on purifier le nickel et le fer en utilisant, comment peut-on purifier le nickel et le fer en utilisant le procédé Mond. Alors je donne la définition de complexe carbonyle pour répondre à la question numéro 1. Les métaux carbonyles sont des complexes des métaux de transition, et on appelle aussi complexe de coordination, où on a un métal est coordonné à un ligand capable de donner 2 électrons. Ici, les ligands, ce sont les carbonyles. C'est pour ça qu'on les appelle métaux carbonyles. Ils sont des produits de départ particulièrement utiles en chimie organométallique. Alors je signale que la chimie organométallique est une partie de la chimie inorganique et de chimie de coordination. Le monoxyde de carbone peut être remplacé par différents ligands. La substitution d'un ligand CO carbonyle par d'autres ligands L plus donneurs dans les complexes carbonyles des métaux de transition constitue une réaction fondamentale de la chimie organométallique. Alors, les métaux carbonyles. Presque tous les métaux de transition forment des composés où le monoxyde de carbone sert de ligand. 3 points sont particulièrement intéressants pour ces composés. Alors, le premier point, le monoxyde n'est pas habituellement considéré comme une base forte. Et pourtant, il forme des liaisons fortes avec les métaux dans les complexes carbonyles. Les métaux sont toujours à un degré d'oxydation faible, le plus souvent au degré d'oxydation 0. Mais quelquefois,
on a des degrés d'oxydation qui sont positifs, négatifs ou plus élevés. Troisième point, les complexes suivent avec une fréquence remarquable, peut-être à 90%, la règle de 18 électrons que je vais expliquer par la suite. Alors la question 2, c'est donner la structure du complexe carbonyl NiCO4 fois. Alors je rappelle que dans tous les complexes des métaux carbonyles, le degré d'oxydation du métal est 0. On le trouve ici aussi pour Ni. CO est un ligand neutre. Le complexe ne porte pas de charge. Donc Ni au degré d'oxydation 0. Alors, je rappelle que CO est un ligand parmi les ligands qui possèdent les champs les plus forts. Alors, maintenant je vais essayer de trouver la structure de ce complexe NiCO4 fois. Alors le Ni au degré d'oxydation 0 avec sa couche de valence de 3 D8 4S2. Donc je vais placer les 8 électrons dans les 3 D8 4S0 4P0. Ici, j'ai 8 électrons, voilà, 8 électrons. Et vous avez 2 électrons ici. D'accord, donc je peux ici, à la rigueur, vous marquer les D gamma, qui sont dx carré, y carré, dz carré. Et je marque ici les d epsilon, qui sont dxy, dxz et dyz. Alors, quand cet ion est entouré, va rentrer dans la sphère de coordination. Alors ce qui se passe, c'est que CO est un ligand à champ très très fort. Ce qui fait que ces orbitales, les électrons dans les orbitales X, vont passer et vont être basculés. Un électron qui va être basculé ici et les 2 électrons vont être déplacés par la force du ligand ici. Et on aura la structure suivante, voilà. Et on aura 3D10, 4S0, 4P0. Et à ce moment-là, les 4 CO vont venir sont représentés par des croix. Alors, donc, on imagine que les électrons, on imagine que les électrons dans l'orbitale 4s se déplacent sous l'effet du champ du ligand CO, qui est un champ très fort dans les orbitales d, pour aboutir à la structure suivante 3D10, 4S0, 4P0. Alors, si je dois placer alors je mettrai, voilà. Et puis, les croix ou bien les doublés du CO vont être pour donner une hybridation sp3 qui est relative à une structure tétraédrique. Alors, je vais commencer par exemple, si je fais le compte des électrons sur cette configuration. On a ici 10 électrons. Et puis ici, on a 8 électrons. Si on fait 10 plus 18, ça fait 18 électrons. C'est la règle du 18 électrons. Alors, je peux avancer et dire que les complexes qui possèdent 18 électrons sur cette couche périphérique sont des complexes très stables. C'est le cas du complexe qu'on est en train de traiter. Alors, question 3. Alors j'ai avancé un peu la stabilité de ce complexe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 18 électrons. Ça veut dire que le complexe obéit à la règle des 18 électrons que je vais annoncer maintenant. On observe très souvent, mais pas toujours, que le nombre d'électrons total autour de l'atome central est de 18. Pour cela, on compte les électrons de valence du métal et les électrons dédoublés des ligands.
on a une autre façon, pas une autre explication ou bien quelque chose qui justifie que ces complexes sont des complexes stables, autres que la règle de 18 électrons, c'est leur structure. Ici, on a dans ce genre de complexe, on a ce qu'on appelle des liaisons multiples ou des liaisons de rétrodonation. C'est-à-dire que le ligand qui est le carbonyle possède des orbitales pi. Alors, ce ligand donne 2 électrons au métal, c'est ce qu'on appelle liaison sigma ou une liaison de coordination. Et puis, en retour, le métal qui possède des orbitales d va faire un recouvrement latéral avec les orbitales du CO, du groupement carbonyle, ce qui renforce cette liaison et qui donne un caractère stable à ce genre de liaison. Alors, ces liaisons, on peut les mettre en évidence en utilisant plusieurs méthodes spectroscopiques telles que l'infrarouge, l'UV, l'ARMN. C'est des études très très intéressantes pour ce genre de complexe. Alors, le procédé Monde. Le procédé Monde est un procédé chimique d'extraction et de purification du nickel mis au point par Monde et ses collaborateurs en 1890. Et il est mis en œuvre à l'échelle industrielle dès la fin du XIXe siècle. On l'utilise aussi comme procédé pour purifier le fer et d'autres métaux. Ici, dans l'exemple que je donne, c'est la purification du nickel et la purification du fer. Alors pour cela, on a du nickel impur. On va barboter du CO à l'état gazeux à une température atmosphérique, à une température ambiante et sous pression atmosphérique pour aboutir à un liquide NiCO4 4 fois. La même chose, si on a du fer impur, on va barboter du CO à l'état gazeux et pour obtenir un complexe liquide FeCO 5 fois. Alors, le premier complexe carbonyle NiCO4 possède un point d'ébullition de 43 degrés Celsius, alors que le complexe pentacarbonyle de fer 0 FeCO4 5 fois possède un point d'ébullition de 103 degrés Celsius. Donc on voit que d'après la différence des points d'ébullition, on peut les séparer. Alors, si on a un minerai qui contient à la fois du fer et du nickel, on peut purifier extraire le nickel et extraire le fer. Pour cela, ce minerai est broyé et on fait passer du CO à l'état gazeux et le mélange des métaux en poudre est recueilli. Et après, on procède à une distillation fractionnée qui permet de les séparer. Comme on avait vu, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques physiques. Finalement, on fait une décomposition thermique du complexe 1 et une décomposition thermique du complexe 2 pour obtenir le nickel pur et pour obtenir le fer pur. Alors, ce procédé est un procédé, c'est vrai, c'est très intéressant, mais il est utilisé pour déposer du nickel à la surface d'autres métaux. Cependant, la toxicité du monoxyde de carbone et des carbonyles de métal limite l'usage de ce type de procédé pour ce genre d'application, pour lesquelles on préfère avoir recours au nickelage autocatalytique. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage.